Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans le supplément de Tech Café. Vous le savez, les épisodes hebdomadaires sont les épisodes incontournables pour suivre l'actualité des nouvelles technologies. C'était l'épisode précédent dans le flux du podcast et nous avons là un épisode supplément qu'on vous met à disposition qui vous permet d'aller un petit peu plus loin dans l'actualité des nouvelles technologies. On va parler d'intelligence artificielle. Et puis, Guillaume podcast pas là. Donc, remettons les choses dans l'ordre. Donc, je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste et je retrouve évidemment le responsable du conducteur de cet épisode, c'est Guillaume podcast pas là. Salut Guillaume, comment vas-tu ? Mais ça va très bien. Bon, on vient de finir d'enregistrer l'épisode hebdomadaire, je commence à avoir un petit peu mal à la gorge, tout va bien, bon voilà. Donc on enchaîne. Avant que ta fièvre te fasse délirer, on va essayer d'enregistrer. Avant que je raconte trop n'importe quoi à cause de la fièvre. Non, j'ai le secret espoir que ça passe vite et non pas vide. Oh merde, oh putain c'est foutu, oh non. Bon, bref, donc on a évidemment toute une rubrique autour de l'intelligence artificielle, mais on a aussi une rubrique, alors je dois dire que Guillaume a réussi à faire un rattachement autour de la thématique du cinéma, donc c'est un peu première là dans le podcast, et on va voir plein de sujets, vous allez voir, qui sont savamment rattachés sur la diffusion de films par Guillaume Poggiaspala. Regardez les notes des épisodes, vous les avez sur techcafé.fr ou dans les notes de l'épisode pour comprendre les articulations logiques et éditoriales de Guillaume Poggiaspala. Avant qu'on range le tapis rouge, on voudrait remercier une nouvelle fois Corentin Lallier, Adrien Segar, Jérôme Feutelet, Feuzoun, Taro Yamada et Séverin qui sont les soutiens Patreon qui ont rejoint la plateforme de financement participatif techcafé.fr, patreon.com/techcafé. Vous aurez toutes les infos sur cette page, je précise bien, patreon.com/techcafé. De toute façon, les liens vers tous les sites et les articles qui sont utilisés pour construire ces épisodes sont dans les notes de l'épisode et donc sur techcafé.fr. Et donc, merci à ces auditeurs qui ont choisi de s'engager et de soutenir le podcast avec un prix de 1,50€ par épisode hebdomadaire. Et en échange, ils profitent d'un flux privé qui leur permet de rajouter le podcast dans leur app favorite et d'écouter le podcast sans la pub. Et puis, vous le savez, vous pouvez de toute façon plafonner votre participation sur Patreon, la suspendre à tout moment. Franchement, il n'y a aucune excuse pour aller au moins envisager de lancer un navigateur pendant que vous écoutez cet épisode et d'aller sur la page patreon.com/techcafé pour envisager un soutien. Guillaume, on ne fait pas plus long, on ne fait pas d'interaction avec nos auditeurs, on le réserve à nos épisodes hebdomadaires et on n'embête pas plus les personnes qui souhaitent en savoir un petit peu plus sur les infos de la tech un peu plus avancées parce qu'on va continuer à parler d'intelligence artificielle et Guillaume, c'est une hype, c'est une tendance, c'est une vraie évolution, on le sait maintenant, et qui se retrouve mais partout, même là où on aime aller le plus, Guillaume, c'est là où on aime manger. Et oui, comment on sait qu'on a atteint le pic de la courbe de la hype, tu vois ? Bon, il n'y a pas de règle. Pour les NFT, c'est quand ça arrivait chez McDo et compagnie, normalement. Ah, écoute, voilà, moi, c'est exactement ça. Quand on a eu des NFT Pringles en 2021, j'ai su. J'avais oublié. J'ai su que c'était le pic. Voilà, là, c'est bon, c'est le pic, c'est bon, ça peut que baisser. Quelque chose en moi a eu la certitude qu'on ne pourra jamais dépasser ça, quoi. Les NFT Pringles, vraiment, c'était pas mal. Et là, je dois dire que j'ai un sentiment un petit peu analogue quand je vois la multinationale Yum, c'est bien miam en fait en anglais tout simplement. Mais c'est que Yum est à fond dans l'IA et elle veut utiliser l'IA partout. Elle veut adopter une mentalité AI first. Alors Yum, vous connaissez sans le savoir parce que c'est une multinationale qui possède Pizza Hut, Taco Bell et KFC. C'est fou de savoir que ces trois enseignes sont rattachées derrière une même boîte. Mais... En France, j'ai appris qu'il y avait Quick France et Burger King, c'était aussi le même groupe. J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Effectivement. Non, mais voilà, bon, alors, si vous voyez par contre pas trop comment mettre de l'IA dans tous les coins d'une pizzeria, moi non plus, en fait. Mais c'est certainement qu'on manque de clairvoyance et de vision prospective. Donc il y a Joe Park, le CTO de Yum, qui pense que les possibilités sont illimitées. Alors désormais, 45% des ventes se font en ligne, donc il y a une partie de business de Yum qui est donc technologique, on va dire, qui utilise de la tech, mais enfin quand même. Park, lui, envisage un futur où l'IA sera intégrée un petit peu partout. On parle de l'IA générative qui aiderait les franchisés à la gestion des cuisines, à la livraison alimentée par l'IA. Comment ? C'est pas vraiment précisé. Il y aura même actuellement un chat GPT, une sorte de chatbot, dans une application interne utilisée par les directeurs du restaurant pour suivre les opérations, donc une sorte de flicage IA déjà, donc c'est cool. Il évoque un cas d'usage, on pourrait poser par exemple directement la question « Comment dois-je régler la température de ce four » ? Tu vois, au lieu de s'adresser à un collègue, tu pourrais poser la question à un chatbot. Mon Dieu. C'est qu'il suppose que les pizzaiolos de chez Pizza Hut ne savent pas régler leur four tout seuls, déjà. Ce qui est extrêmement rassurant. Ce qui est quand même très rassurant, effectivement. Mais bon, voilà, mais il y aurait un chatbot au cas où. Alors, l'IA chez Pizza Hut, est-ce que c'est le signe qu'on a atteint le pic ? Est-ce qu'il faudra attendre, je sais pas, une IA chez Orangina, l'IA chez Whiskas, l'IA chez Durex ? Je sais pas, on va voir, mais on aura ça bientôt sans doute.
Ouais, plus il y en a, plus on se rapproche de la hype. Et évidemment, hein, vous comprenez l'ironie, mais on ne néglige pas les apports d'innovation qu'il peut y avoir sur d'autres aspects. Allez, on continue, Guillaume, sur la régulation, quelque part, des vidéos augmentées par intelligence artificielle. Ben alors, c'est dans les films depuis 30 ans. On a régulièrement des scènes où des experts informatiques vont utiliser une sorte d'algo magique pour zoomer 40 fois sur une vidéo VHS et puis en extraire la tronche du tueur que tu vois dans le reflet de la pupille d'un gonze à l'arrière-plan. Combien il y a de films comme ça? C'est fabuleux. On aurait pu le mettre dans la rubrique des films, ça. Ben c'est vrai, on aurait pu le mettre dans la rubrique carrément des films. Hein. Zoomer 45 fois et avoir une image nette pleine de détails, c'était de la science-fiction. Oh oui. Jusqu'à l'an dernier, globalement. Aujourd'hui, on a Topaz Lab, on a Supir, on a mains upscalers incroyables. Et ce qui devait arriver arriva. Hein. Un mec a tué 3 personnes, donc déjà oui, ça devait arriver. Devant un bar à Seattle, ça doit arriver, ce genre de truc malheureusement qui arrive tout le temps. Et un passant a filmé la scène avec son portable. Mais c'est un peu pourri, c'est de nuit, donc il y a un expert de la vraie vie qui a utilisé un algorithme hyper sophistiqué pour améliorer les vidéos, il a passé en 8K. Et en fait, le gars a utilisé Topaz Lab, qui est un service en ligne grand public, hein, et qui a d'ailleurs, le mec a visiblement aucune idée de comment ça marche, parce que évidemment que l'algo ne peut pas rajouter des détails qui n'existent pas dans le matériau d'origine. C'est des algos génératifs, hein, c'est-à-dire qu'ils imaginent des détails, qu'ils rajoutent à l'image, qui n'apportent donc aucune information supplémentaire, en tout cas à la police, ça clairement. Alors ça paraîtra évident aux auditeurs de Tech Café, hein, sans doute, mais ça l'est manifestement pas pour le grand public, parce qu'il y a déjà eu des controverses basées sur des upscaling génératifs, hein, qui rajoutent des détails qui sont interprétés à tort comme réels par plein de gens. C'est le cas de la vidéo de Chris Rock qui donne un coup de bol à Will Smith. Donc les images fixes sont plutôt moches, hein. Et avec un upscaler moderne, certains sont sûrs de prouver l'hypothèse selon laquelle c'était truqué, que Chris Rock portait en fait une protection sur le front, qui est masqué par le maquillage. Voilà. Sur l'image upscalée, certains voient des transitions, des couleurs, des textures suspectes, pas naturelles, en oubliant totalement que ces détails sont justement synthétiques, que donc c'est un petit peu normal que ce soit pas complètement naturel. Dieu merci, dans cet océan de confusion, certains gardent la tête froide, hein, parce qu'il y a un juge de Washington qui s'appelle Leroy McCullough, qui est à King County, donc, qui a décrété une nouvelle règle. Les images modifiées par IA ne seront plus acceptables dans le cadre d'un procès. Il écrit, je cite, que on ne doit pas utiliser des méthodes opaques pour représenter ce que le modèle IA pense devoir être montré. Donc c'est un gars qui souligne le besoin quand même urgent de pédagogie sur ce que sont et ce que font les divers outils d'IA modernes, hein, parce qu'il y a une grande différence entre ce qu'ils sont et ce qu'ils ont l'air d'être. Et la promotion en plus, et la hype qu'il y a autour de ça, qui arrange absolument rien, quoi. C'est compliqué, hein, ce sujet. À partir de quel moment est-ce qu'une intervention d'IA est authentique, peut servir de preuve sur le plan juridique? Je trouve ça très intéressant que finalement des gens se posent la question quelque part. Il y en a qui se posent pas trop de questions. Par contre, c'est Microsoft. Hein. Alors là, pour le coup, l'IA, ça va arriver partout. Ça, on a commencé à le dire, hein, avec les touches Copilot. On va vraiment le manger à toutes les sauces dans Windows, je pense. Ben oui, bien sûr, les grosses boîtes, ils ralentissent pas, eux, sur les produits IA, qui peuvent facturer plus cher, hein, ça nous amène donc deux petites news Microsoft. Donc Copilot va entrer en mode super turbo, puisque ils vont passer en mode GPT-4 turbo prioritaire pour les abonnés, ceux qui sont... de Street Fighter. Voilà, pour les abonnés pro, attention, ceux qui payent $30 par mois pour le Copilot sur Microsoft 365. Avant, c'était déjà GPT-4 turbo, hein, sous le capot, mais c'était moins prioritaire. D'ailleurs, il y a plus non plus de limite au nombre de requêtes par jour. Et le contexte est plus long, donc de GPT-4, donc voilà, tu peux avoir une discussion de 300 pages, c'est open bar, tu peux raconter ta vie à Excel, et il pourra remplacer ton thérapeute, évidemment, et tout ça pour $30 par mois, finalement c'est cadeau. Alors la fonction de génération d'images qui utilise DALL-E 3 sera aussi plus rapide, hein. Au passage, on peut aussi mentionner que la version gratuite de ChatGPT est désormais accessible sans aucun compte, directement à tous, hein, et pour ceux qui payent, la génération d'images s'enrichit de la fonction d'édition, d'une fonction d'édition, alors c'est de l'in-painting, hein, pour ceux qui connaissent, qui se fait directement dans l'interface de chat. Donc on peut conclure ce mini-segment Microsoft avec 2 mots sur Windows 10, dont le pot de départ est programmé pour le 14 octobre 2025. Alors amener des chips et du Pepsi, avoir une quiche aux oignons d'ailleurs, ça fait toujours plaisir. Alors certains, comme votre serviteur, auront sans doute encore d'ici là une machine qui tourne parfaitement bien sous Windows 10, et qui n'est pas compatible pour aucune raison valable en fait, hein, avec Windows 11. Et donc que faire ? Passer sous Linux, bien entendu. Mais bon, pour les pros qui n'ont pas ce luxe, hein, les pauvres, compassion les gars, Microsoft veut bien maintenir Windows 10 sous respirateur, moyennant aux finances, $61 la première année, $122 la deuxième année, $244 la troisième année,
Et donc 31 232 $ la 10e année, j'imagine. Non, en fait, pas du tout. Microsoft ne fait mention que de 3 ans de toute façon. Donc en fait, je sais pas exactement ce qui arrivera après. Est-ce que c'est 244 $ par an? Est-ce que ça suffit? Est-ce que ça cesse tout simplement parce que ça suffit, il y en a marre? C'est pas clair. Ce qui est limpide, c'est que Microsoft considère que ça doit pas être une solution de long terme et qu'ils incitent vraiment tout le monde à faire la transition le plus tôt possible. Pour les écoles et tout ce qui est éducation, c'est seulement 1, 2 et 4 $ par contre. Et les prix ne concernent pas les particuliers. Sympa. Du coup, est-ce que je peux payer pour maintenir mon vieux PC à jour? Je sais pas et je m'en fous parce que je le ferai jamais. De toute façon, pour moi, la stratégie de Microsoft avec Windows 11, ça reste un mystère complet encore à ce jour. Windows 10 va officiellement décéder, enfin disons presque, dans 1 an et demi. Ouais. Alors qu'il représente fin de la maintenance, c'est ça, tu veux dire? Oui, fin du support, dans 1 an et demi, fin du support pour tout le monde, quoi, global dans 18 mois, quoi. Et pourtant, c'est toujours 69% des PC sous Windows. Et donc même dans 18 mois, je pense pas que ça change à ce point. Et donc ça veut dire que tu vas couper le courant à 2/3 des utilisateurs. Donc je sais pas à quel moment ils se sont dit que ça serait une bonne idée, je comprends pas bien. Mais bon. Moi, j'avoue que j'ai du mal à suivre maintenant les versions de Windows. Alors, je ne suis pas en plus utilisateur des récentes versions, mais comprendre qu'est-ce qui différencie le 11 du 10, les évolutions. Et puis, alors, j'ai l'impression quand même que le Windows 10 devait être un peu quelque part l'ultime version de Windows, la dernière. C'est ce qu'ils avaient dit, jusqu'à ce que ce soit plus cas. Ouais, jusqu'à ce que ça ne rapporte pas assez et que les actionnaires en demandent plus. Alors on le dit au moins depuis le dernier épisode hebdomadaire, mais en fait même bien avant ça, il y a une tendance quand même qu'on voit arriver. En tout cas, moi j'y suis très sensible et je sais que maintenant à chaque fois que tu vas en parler, je vais revendiquer le fait que c'est l'avenir. Sache-le Guillaume, c'est la robotique. Et là on commence avec des chiens robots, un petit micro-tunnel robotique. Oui, Mini, oui, effectivement, il y a un usage inattendu de chiens robots en Alaska, c'est pour éloigner les animaux, mais les animaux vrais en viande. Hein. Alors, quand on parle de chiens robots, il faut imaginer des trucs qui ressemblent à des spots de Boston Dynamics, donc un machin plus gros que la plupart des chiens finalement, 4 pattes sans tête, mais avec des capteurs un petit peu partout, y compris des caméras. Il s'appelle Aurora, il aura pour mission de se balader autour des pistes de l'aéroport de Fairbanks, donc en Alaska, hein, pour éloigner les animaux, qui pourraient se prendre des avions, parce que ça fait du dégât sur les appareils et ça revient cher un oiseau dans un réacteur finalement. Donc ça arrive plus souvent qu'on le croit. En réalité, il y aurait eu 92 collisions avec des animaux en Alaska l'an dernier. Et donc apparemment, c'est un endroit où il reste encore des animaux. Donc c'est cool. Le robot, qui coûte quand même 70 000 $, sera même peut-être grimé avec des poils. Tu pourrais même, mais ils vont peut-être le déguiser pour le faire ressembler à une sorte de coyote ou de renard pour essayer de faire encore plus peur, quoi. Et bon, il y a ceux qui pourraient se demander pourquoi on n'utilise pas un vrai chien qui serait sorti du refuge du coin et qui donc serait... Il faut le nourrir. Ben oui, voilà, c'est la même raison pour laquelle on veut remplacer les manutentionnaires chez Amazon, quoi, je veux dire. Parce que lui, au moins, le spot, là, le Aurora, il fait toujours ce qu'on lui dit, il coûte rien, on paye des grépales. Il demande pas de chaleur, il demande pas de pause, il demande pas de jeu, il demande pas d'amour. C'est l'idéal, voilà, on en a marre de l'amour. Bon. Et il vient pas de prendre de place dans le lit pour dormir aussi. Exactement, il faut passer poil partout, sauf sur le grille en coyote, parce que là peut-être. Et voilà, et en plus il y a une caméra partout, il y a des caméras partout, donc ça fait une caméra de surveillance sur pattes, donc voilà, il n'y a pas photo, c'est vachement mieux. Mais bon, voilà, donc c'est confirmé, du coup, les robots vont prendre aussi le boulot des bergers allemands, donc personne n'est personne n'est à l'abri, quoi, tu vois. Ouais, c'est une allégorie de ce qui va arriver pour l'humanité, peut-être. Et puis des robots, Guillaume, qui vont demain porter nos courses. Oui, robot encore, mais cette fois avec un robot tout doux et tout moelleux qui s'appelle Pugno. Et celui-là, il n'est pas sur la falaise. Ah. Oui, Pugno sur la falaise. Non, bon, désolé. Je l'ai pas. Oh merde, je l'ai pas, ça me fait de la peine. C'est un film de Ghibli, Pogno sur la falaise. Putain, ouais, mais s'il faut... Ah oui, Pogno, pardon. P-O-N-Y-O, mais d'accord, pardon. Okay, Pogno sur la falaise. Mais Pugno, lui, c'est un robot de Toyota, donc du laboratoire Terry, qui se gonfle. Il se gonfle avec de l'air, hein, vraiment, il se gonfle. Donc le robot lui-même, il est humanoïde. Pour l'instant, il a que le haut du corps. Mais il est assez standard, hein, voilà, pour un robot humanoïde, sauf qu'il est recouvert d'une couche gonflable, qui lui donne un aspect, quand il est gonflé, du coup, un peu joufflu, quoi, un peu moelleux. Et alors pourquoi faire? Pourquoi tu pourrais gonfler un robot? Pour créer un Baymax, évidemment, pour créer Baymax en vrai. Enfin presque, en réalité, les robots humanoïdes qu'on voit passer en ce moment, pour impressionnants qu'ils soient, ils ont des capacités à porter des trucs et à interagir avec l'environnement qui sont très limitées par rapport à un humain. Un humain, il n'utilise pas juste le bout de ses doigts, ou même ses mains, hein, il utilise tout son corps pour interagir. En particulier, il peut porter des trucs qui sont lourds ou encombrants. Si tu veux porter un gros carton lourd, tu vas le prendre et tu vas le coller à ton torse, tu vas le prendre contre toi, tu vois. Ça ne viendra l'idée à personne de le porter à bout de bras avec juste ses doigts, quoi. Donc Pugno, c'est un robot qui va utiliser tout son corps, le cas échéant, s'il a besoin, pour porter des trucs. Et donc il faut que son corps, donc du coup, il ait une surface significative et qu'il soit accueillant, qu'il soit pas super dur et qu'il puisse, tu vois, rentrer un petit peu dans le corps du robot, tu vois, quelque part, comme il rentre dans ta bedaine quand tu portes un gros carton, quoi.
Sans compter que ces surfaces peuvent aussi en plus porter des capteurs, et du coup, tu as une idée des efforts qui sont faits sur le corps entier. Tu vois, donc tu sais là où c'est en contact, là où ça force, etc. Et donc Pugno peut donc porter des trucs encombrants, comme une boîte, comme un gros nounours, et il le fait comme on le ferait nous, c'est-à-dire qu'il le prend contre lui en le serrant dans ses bras comme ça, tu vois, un gros nounours, comme ça, tu le vois, c'est assez rigolo. Et donc Pugno, il apprend donc de l'exemple par des télémanipulateurs, tu peux lui montrer directement les mouvements par télémanipulation, mais il peut aussi apprendre en simulation, donc de manière complètement autonome. Il peut lui-même d'ailleurs tourner un gros objet pour avoir la meilleure prise. Alors il peut pas encore t'aider à porter ton canapé ou tes cartons de déménagement, mais il a cette faculté d'utiliser tout son corps et qui finalement le rend assez humain et plutôt mignon finalement. Oh, c'est beau. Écoute, magnifique, je me réjouis. Un petit mot sur ChatGPT. Alors, un petit mot sur les conséquences de ChatGPT. On va passer effectivement à un truc où on parle un petit peu plus des modèles de langage, en fait. Parce que ce qui prenait des grosses boîtes d'IA, c'est de recycler leur propre contenu. On parlait de la crise des données là, dans l'hebdo. Et finalement, se nourrir de leur chatbot, leur prochain robot avec leur propre vomi, c'est un petit peu ce qui leur pend au nez. C'est pour bientôt, parce qu'on a remarqué que Google Books indexe déjà des livres qui sont écrits en large partie ou en totalité par ChatGPT. Alors comme souvent, on le remarque parce qu'il y a des dizaines de livres qui contiennent ces messages d'erreur qui sont très caractéristiques, en tant que modèle de langage, ou bien à l'état de mes connaissances 2 janvier 2022, personne ne dit ça, sauf ChatGPT, des dizaines de livres contiennent ces messages sous Google Books, et donc il y a des centaines d'autres probablement qui sont écrits par des IA aussi, sans que ce soit immédiatement détectable. Et bon, c'est des livres qui sont souvent très vides, mais c'est pas le sujet. Il y a des chances que bientôt, si ce n'est pas déjà le cas, il y a des modèles qui seront entraînés en partie sur du texte synthétique, et au fil des générations, ça va les rendre débiles. Et en plus de polluer Amazon et tous les sites d'auto-édition. Et en attendant, ça va aussi commencer à impacter une communauté dont on ne parle pas souvent, les linguistes. Parce qu'il y a des gens qui utilisent Google Ngram et qui font des recherches sur les fréquences d'apparition de tel ou tel mot ou de telle expression dans la littérature au fil des années, au fil du temps, voir un petit peu comment évoluent les expressions, tout ça, c'est la langue, comment évolue la langue. Et l'évolution de ces tendances, du coup, s'il y a des trucs qui sont crachés par l'IA sous Google Books, et donc c'est repris par Google Ngram, du coup, les tendances linguistiques qui pourront être mesurées par ces outils vont être altérées par l'apparition de textes artificiels dans les livres. Donc tous ces textes, en fait, ils n'ont qu'un seul auteur. Un seul auteur qui a toujours le même style, qui a toujours une seule manière de voir les choses aussi. Et linguistiquement, si la tendance se poursuit, il va y avoir beaucoup de textes recensés par Google Books et Google Ngram qui ne reflèteront plus rien d'humain, en réalité. Donc la linguistique avec ChatGPT, elle est un petit peu comme l'astronomie avec Starlink, j'ai l'impression, tu vois, menacée de pollution constante et croissante. Alors ça coûte cher, mais au moins les astronomes, ils peuvent aller dans l'espace pour être tranquilles. Les linguistes, je ne sais pas où ils vont pouvoir aller. Où on parle, Guillaume, d'entropie, qu'il faut arrêter de solliciter à tort et à travers, de lui multiplier les questions. Oui, on passe à une rubrique, donc voilà, modèle de langage, avec une recherche d'Anthropique, qui est rigolo parce qu'ils ont partagé, donc avec tous leurs petits camarades, c'est très sympa, une recherche sur la sécurité des chatbots. Donc c'est une nouvelle parce qu'ils ont trouvé une nouvelle manière de jailbreaker chatbot, donc de lui faire expliquer ce qu'on veut et ce qui est normalement interdit. Donc comment faire une bombe, comment faire de la meth, comment voler une voiture. Donc, toutes choses assez simples à trouver par ailleurs sur Internet, mais bon, passons. La méthode surprendra aucun enfant de cette planète, puisqu'elle consiste à insister très très lourdement, en fait. C'est-à-dire à répéter de très très nombreuses fois ce qu'on veut, une technique redoutable qui vient à bout des parents les plus solides, en quelques semaines, voire en quelques jours, je le sais. Et bon, en détail, on retourne contre lui, en fait, une faculté des chatbots, qui sont, des modèles de langage en général, qui est l'apprentissage en contexte. Donc c'est-à-dire l'apprentissage par l'exemple. Donc même si un modèle de langage n'a pas été entraîné pour une tâche, si tu lui montres des exemples de ce que tu veux, il va finir par savoir le faire aussi. Donc une tâche très simple, ça serait de donner des antonymes, des contraires de mots, ou bien de faire de la traduction de phrases, ou encore de donner le sentiment d'un texte. C'est simple, si tu lui donnes dans le prompt 5 couples de phrases avec la version française et la version turque, une phrase française, une phrase en turc, une phrase française, une phrase en turc, et que tu finis par une 6e phrase en français, le plus probable, c'est que ce qui suit, vu le contexte, ça soit sa version en turc. Et donc, du coup, le modèle, il traduit en turc. Donc, c'est tout à fait cohérent avec la fonction de prédiction d'un modèle. Un modèle de langage, c'est un prédicteur. Mais du coup, ça implique que le modèle, suivant le contexte, qui contient des exemples d'une tâche, il peut accomplir cette tâche par imitation.
Ça marche pas tout le temps, mais c'est ça la racine de la puissance des chatbots en réalité, l'apprentissage en contexte. Donc si on admet qu'un chatbot veut pas me dire comment faire une bombe, mais que je lui donne un contexte où il y a plein d'exemples, des exemples où il répond, hein, ben, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il est conditionné à pas répondre, donc parce qu'on l'a entraîné spécifiquement à pas répondre. Hein. En gros, on l'a entraîné à voilà, être poli, tout ça, être bien gentil, bon garçon. Mais bon, de notre côté, on lui apprend aussi en contexte, vu le contexte qu'il a, ben, le contexte, si tu veux, les exemples vont finir par peser de plus en plus Il y a un lourd conflit, quoi. par On arrive rapport à à le son convaincre. conditionnement. Ouais. Exactement, il va y avoir un conflit, on va arriver à le convaincre comme ça. La technique, c'est donc de donner beaucoup d'exemples où le chatbot répond pour l'inciter à le faire. Et ce qui est plus intéressant, c'est que ça marche pas. Si tu donnes 10 ou 20 exemples, ça marche pas. Il faut insister beaucoup plus. En général, ça commence à bouger vers les 32 exemples et ça marche bien avec 256 exemples. Donc il faut vraiment être lourd, quoi. Tu vois, il faut insister, il faut être un forceur. Un peu comme un commercial qui vient faire du porte-à-porte, quoi. Exactement. 256 fois, ça finit par passer. Et ça marche sur tous les modèles testés. Claude 2, GPT-4, Mistral 7B, Llama 2, machin truc et tout. Voilà, ça marche en plus sur tous les thèmes. Contenu violent, contenu trompeur, discriminatoire, tout ce que tu veux. Alors ces attaques, qui peuvent dans une certaine mesure de contenu par plus d'entraînement des modèles, mais il y a aussi un autre aspect, c'est que les chatbots modernes ont des fenêtres de contexte qui sont de plus en plus grandes. La fenêtre de contexte, c'est la mémoire vive du chatbot, et donc on a commencé avec une mémoire vive en quelque sorte de 2048 mots, puis assez vite 4096, et maintenant on en est à 32 000 pour Mistral, et puis 128 000 pour ChatGPT, enfin pour GPT-4, hein, et bientôt 1 million, voire des millions pour les prochains Gemini, hein, on en a parlé. Et donc, ça laisse la place finalement pour des milliers d'exemples de ce qu'il faut faire. Donc, ça pourrait les influencer toujours plus. Et donc, on va retrouver des mesures de sécurité. Ça va être assez difficile en réalité. Ok, ça a l'air accessible quand même. À qui a du temps, hein, évidemment, mais d'aller hacker ces interfaces-là par intelligence artificielle, ça donne presque envie de tester si on a du temps à perdre. Un petit mot aussi sur l'entraînement des intelligences artificielles sur des fichiers compressés, Guillaume. On leur a parlé d'une idée bizarre qu'ont eu des chercheurs de chez Anthropic en collaboration avec DeepMind. Et oui, Anthropic et DeepMind qui collaborent, c'est pas beau la science, hein, franchement. Bon. Alors cette idée, elle consiste à entraîner des modèles de langage sur du texte compressé, alors directement, donc du texte directement compressé. Donc en gros, au lieu de lui faire lire des téraoctets de texte brut, on le fait lire des fichiers zip de ce texte, pour faire simple. Hein. Alors pourquoi on ferait ça déjà? Parce que on pourrait montrer beaucoup plus de texte à un modèle pour un même volume de données traitées ou stockées en mémoire. Puisque voilà, sur le texte compressé, vous voyez beaucoup plus de texte. D'ailleurs, le texte que voient passer les modèles actuellement, hein, pendant leur entraînement, il est déjà compressé en réalité. Puisque les textes, ils voient passer des tokens, comme on dit, des jetons, des tokens. Et c'est, voilà, souvenez-vous, hein, les modèles de langage, ils n'utilisent pas des lettres comme nous, ils utilisent des tokens, c'est-à-dire des mots ou des parties de mots qui sont stockés sur 16 bits en général. Et donc, transformer le texte brut en token, ça le compresse déjà à peu près de 4 fois. Puisque tu as des tokens de longueur fixe, hein, et donc selon la longueur des mots en moyenne, en gros, c'est une compression de 4 fois. Mais cette compression, elle reste sémantiquement cohérente, c'est-à-dire qu'elle repose sur des entités qui portent le sens dans une langue, et d'ailleurs, ça marche plutôt bien. Mais 4 fois, c'est pas tant que ça. Et quand tu zippes un fichier texte, en général, t'as plus, déjà, sans compter que la compression de texte, ça peut se faire avec des modèles de langage. Parce que, un modèle de langage, c'est quoi? C'est un truc qui prédit le texte. C'est leur boulot, c'est son boulot de base. Or, prédire, c'est compresser. On avait déjà un petit peu parlé, prédire, c'est compresser. Et inversement, d'ailleurs. Et au plus un événement est probable, au moins il est porteur d'informations. Et à la limite, un événement certain n'a pas besoin d'être signalé du tout. Il va de soi. C'est-à-dire, si je te dis le jour va se lever demain, j'ai pas besoin de te le dire, en fait. J'ai pas besoin de coder cette information, c'est automatique. Et donc, c'est 0 bit, quoi. Si tu veux me dire que je suis beau, par exemple. Aucune information, 0 bit, bien entendu. Donc, on va dire ça, non, c'est un truc évident, on va dire 0 bit. Quand on utilise un codage, comme un codage de Huffman, par exemple, le codage Huffman, c'est super classique, hein, c'est présent dans un petit peu tous les formats de compression dit lossless, hein, compression anthropique, c'est ce qu'on fait. On attribue à chaque symbole un code binaire qui a une longueur qui est d'autant plus courte que le symbole est probable dans le fichier. Logique. Et donc, voilà, alors évidemment, pour pouvoir continuer à coder de manière complète et cohérente le signal, on doit aussi coder les symboles les moins probables avec plus de bits, du coup. Ouais. Donc, qui, d'ailleurs, parfois, souvent, évidemment, plus de bits qu'un codage naïf sur 8 bits. Hein. Mais bon, si on fait le bilan, le signal n'est pas totalement aléatoire, on va utiliser beaucoup plus souvent des codes courts que des codes longs. Et du coup, on va gagner de la place. Donc, c'est comme ça qu'on arrive à compresser des trucs en Huffman ou avec d'autres types de codage de ce type-là. Donc, ce raisonnement,
il peut être totalement généralisé. Et c'est ce qu'on fait quand on parle de la compression aujourd'hui, compression moderne. Quand on parle de compression moderne, on a une composante prédiction et une composante codage. La prédiction, ça s'occupe de faire un modèle de probabilité de sortie des symboles. Donc chaque symbole a une certaine probabilité de sortir, étant donné un contexte, souvent, donc on a une fenêtre de contexte, pareil, comme un modèle de langage, on va dire, quelle est la probabilité que ce symbole sorte. Alors ça peut être un mot, ça peut être un groupe d'octets, ça peut être un octet, ça peut être n'importe quoi. Quelle est la probabilité que ce truc sorte? Et il y a une partie codage qui va donner un dictionnaire. Et donc ce dictionnaire va encoder chacun des symboles avec un nombre optimal de bits selon sa fréquence. Donc on connaît la prédiction, et si un truc est très très probable, vu le contexte, on va le coder sur très peu de bits, alors que si c'est beaucoup moins probable, on va le coder sur beaucoup plus de bits. C'est le même principe. Donc cette partie codage plus cette partie prédiction, c'est ce qu'on fait, ça donne une forme de compression. Et bon, cet aparté montre bien qu'un modèle de langage, qui est donc un prédicteur, c'est un prédicteur qui est très efficace et qui donc peut être couplé à un codage, parce que des codages, il y en a plein, les codages classiques optimaux, on en connaît plein, qui peuvent atteindre des niveaux de compression sur le texte qui sont jamais vus, parce que ce sont des prédicteurs super puissants pour le texte uniquement. Donc ça veut dire qu'en utilisant des compresseurs neuraux, c'est-à-dire qui utilisent des IA, des modèles de langage, on arrive à compresser du texte à des niveaux comme 12 fois, par exemple. C'est des niveaux de compression qui sont bien au-delà des compressions traditionnelles. C'est d'ailleurs tranquillement 3 fois mieux. C'est qu'une compression qu'on fait ne serait-ce qu'en faisant des découpages par token. Donc en faisant des découpages par token, on gagne 4 fois à peu près. On peut gagner 12 fois avec une compression neurale. Donc ça veut dire qu'on fait 3 fois mieux en faisant une compression de très bonne qualité, en faisant une compression vraiment super puissante. Donc, si on entraînait directement un modèle de langage sur du texte compressé comme ça, on pourrait lui en montrer 3 fois plus de texte pour pas plus cher. Mais le problème, c'est que c'est compliqué, en réalité. Et par principe, d'ailleurs, si on applique naïvement cette idée, c'est une idée idiote. C'est une idée complètement idiote. Pourquoi ? Parce que l'action même de compresser, c'est retirer des structures. Un fichier compressé, vous l'avez peut-être déjà constaté, je sais pas, mais en tout cas, un fichier compressé, c'est un fichier qui ressemble beaucoup à une suite aléatoire de symboles. Et c'est tout à fait le but, en réalité. Et à la limite, un fichier qui est parfaitement compressé, il ne peut pas être plus compressé. Si vous compressez un fichier compressé, il n'est pas plus petit, il va devenir un petit peu plus gros. Bon. Pourquoi ? Parce qu'en fait, un fichier parfaitement compressé, est parfaitement compressé quand il devient une suite aléatoire. Tout simplement parce qu'un signal complètement aléatoire est un signal qui est complètement imprévisible, et un signal complètement imprévisible ne peut pas être compressé. Donc si un signal est prévisible, il peut être compressé. Donc un truc qui est parfaitement compressé, ça donne un signal qui est complètement imprévisible. C'est clair ? Ouais. Donc ça veut dire que un truc qui est compressé ne peut pas être encore plus compressé. C'est pour ça, tout simplement. Donc un fichier super bien compressé, c'est proche d'un signal qui n'a pas de structure, et donc sur lequel un réseau de neurones ne peut rien apprendre, en réalité. Parce que c'est aléatoire. C'est un signal aléatoire, donc tu peux rien apprendre sur un signal aléatoire. Et d'ailleurs, dans l'article, ils essayent d'entraîner un modèle sur du texte compressé en gzip, tout simplement, et ça foire complètement, ça marche pas du tout. Et donc ils font un truc qui est beaucoup plus compliqué. Déjà, ils prennent un premier modèle de langage, plus petit, qui va servir pour compresser le texte. C'est ce fameux compresseur neural dont je viens de parler. Le truc, c'est qu'il faut garder le texte compressé, mais qui contienne toujours un peu d'informations. Et donc là, ils optent pour une méthode qui est assez originale. Ils veulent fabriquer des suites de tokens, donc pareil, des jetons, qui contiennent une quantité d'informations fixes, c'est-à-dire un nombre de bits fixes venant du compresseur. Donc en gros, ils découpent le texte en tranches d'informations, qui contiennent chacune une quantité d'informations fixes. Si le texte contient peu d'informations, ça veut dire qu'il va avoir plus de texte dans un token que sinon. Sinon, il y aura moins de texte dans un token parce que chaque token contient une quantité d'informations fixes. Donc, il faut faire une compression neurale par tranche pour créer des jetons d'informations constantes qui vont servir de données de base pour entraîner un autre modèle de langage, le vrai modèle de langage qu'on veut entraîner, en fait, qui est beaucoup plus gros. Et donc, quand ils font ça, ça marchouille. En fait, le modèle apprend pas bien pour toutes les tailles de tranches d'informations comme ça. Au plus la taille est grosse, au moins ça va. En réalité, une taille de 16 bits d'infos, ça semble être la meilleure, mais du coup, on compresse pas tant que ça. Et c'est cohérent avec ce qu'on a dit auparavant, c'est-à-dire qu'un truc est d'autant plus compressible qu'il est prévisible. Donc un signal super compressé sera très aléatoire, et donc ça va être plus difficile d'apprendre des trucs dessus. Donc le fait que ça puisse marcher, en soi, c'est déjà une surprise. Je pensais que ça marcherait jamais. Mais c'est quand même pas du tout clair que ça vaille le coup. Un codage, parce qu'ils ont un codage qui en réalité est instable. Sémantiquement parlant, c'est un codage instable. C'est-à-dire que les tokens ne correspondent pas à des entités sémantiques stables. Ils ne correspondent pas toujours aux mêmes mots, pas toujours aux mêmes idées, enfin bon.
Donc en plus, on ne peut pas compresser trop donc sans perdre le sens, ce qui est quand même ballot, puisque le but c'est de compresser au maximum. Donc la rentabilité de l'ensemble, elle est en gros, c'est pas rentable pour toutes les tailles de modèles. Bon, ça commence à avoisiner la rentabilité des méthodes traditionnelles à 2 milliards de paramètres. Donc est-ce que ça vaut le coup? Pour le moment, franchement, c'est pas sûr. C'est une exploration qui est assez fascinante parce qu'un modèle de langage peut arriver à comprendre quelque chose qui n'est pas exprimé avec des mots, mais qui est un pur flux d'informations. C'est pas la première fois que tu le dis, ça. Quelque chose d'abstrait. C'est la première fois que tu arrives à cette conclusion. Donc c'est assez rigolo, c'est assez marrant de réfléchir à ça. En réalité, ce qui est possible aussi, c'est que le gros modèle apprenne à décompresser le texte lui-même et finisse par simuler en réalité le petit modèle qui est utilisé pour compresser le texte en amont. Du coup, si un modèle simule un autre modèle et qu'il décompresse en temps réel, ça veut dire qu'on a peut-être espoir de compresser autant qu'on veut. Mais alors, ça veut dire qu'il faut aussi aider le gros modèle à comprendre comment fonctionne le petit pour qu'il puisse modéliser le petit. Donc c'est assez vertigineux de se dire effectivement qu'un modèle pourrait apprendre comment fonctionne un autre modèle pour pouvoir comprendre ce qui est écrit. Bon, tout ça reste très théorique pour le coup, mais bon, je trouve ça intéressant. C'est intéressant, non? Non, il y a que moi. C'est très intéressant. Non, mais bien sûr. Non, mais en plus, c'est intéressant parce que les conclusions auxquelles tu arrives, à savoir qu'en gros, le modèle arrive à avoir des interprétations qui ne sont pas celles qui sont définies au départ et qui sortent un peu du cadre d'intention de son travail initial. Non, c'est pas la première fois que tu sors cette conclusion-là. C'est un exemple de plus. C'est intéressant. Donc, un champ de recherche qui, pour l'instant, n'est pas suffisamment convaincant pour être déployé. Mais en tout cas, une piste à continuer à explorer, et je ne doute pas que beaucoup s'y prêteront, Guillaume. On termine cette partie intelligence artificielle avec un peu de génération d'images. Ouais, on va parler d'un article qui nous vient des chercheurs de chez ByteDance, donc la boîte qui possède TikTok, et qui porte sur un générateur d'images. Alors je sais, c'est pas incroyablement original ces derniers temps, mais celui-ci est vraiment original dans sa manière de faire. Parce que pour générer des images, il y a plusieurs manières d'envisager les choses, on en a vu passer plein, Donc on vous sera même rappelé de l'époque du site This Person Does Not Exist, qui générait des visages comme ça, et qui utilisait un GAN à l'époque, donc une structure de réseau de neurones qu'on n'utilise plus des masses aujourd'hui d'ailleurs. Et puis tout a explosé avec les méthodes de diffusion. Donc c'est Stable Diffusion comme ça, et aussi Midjourney, tout ça qui ont ouvert la danse avec les modèles de diffusion, donc Stable Diffusion 1.5, XL. DALL-E ou Imagen utilisent actuellement aussi des modèles de diffusion qui débruitent des bruits aléatoires. En fait, ils prennent un bruit aléatoire dans lequel ils hallucinent des détails comme ça, petit à petit, pas à pas, en fonction du prompt. Et donc, tout dernièrement, ces modèles de diffusion ont un petit peu changé en adoptant un transformer dans leur cœur. Donc, le transformer sert pour retirer le bruit au lieu du UNet, c'est le cas de Stable Diffusion 3, par exemple, et de Sora, d'ailleurs, pour la vidéo. Donc, tout ça évolue un petit peu en permanence. Et ce qu'il faut voir, pourtant, c'est que les premiers modèles de générateurs d'images, expérimentaux ou même un peu plus évolués, c'était quand même des modèles qui étaient plus proches, en réalité, des modèles de langage. Parce qu'il y a eu des générateurs d'images autorégressifs. Autorégressif, rien à voir avec les voitures. Qu'est-ce qui est autorégressif? Les chatbots sont autorégressifs, c'est parce que les chatbots produisent un mot à la fois, les uns après les autres. Vous mettez un prompt, il en déduit le mot qui est le plus probable, bon voilà, pouf, il rajoute le mot au bout du prompt, et puis il recommence sur le nouveau mot qui est le plus probable, il le rajoute, etc. On dit que c'est autorégressif, donc voilà, c'est pas toi qui manges une glace à la vanille en regardant une série Netflix sur l'écran de ta Tesla, c'est une autorégression comme ça. Alors, ça s'appelle comme ça. Et effectivement, DALL-E, le premier du nom, donc là on en est à DALL-E 3, mais DALL-E, le premier du nom, il fait la même chose. Donc s'il est autorégressif, il fait la même chose avec des morceaux d'images. Il pond donc à la suite des autres des tokens, et ces tokens représentent des morceaux d'images. Au lieu de représenter des mots, le dictionnaire, au lieu de faire correspondre, donc comme ça ces couples d'octets, là ces 16 bits à des mots, il va les faire correspondre à des morceaux d'images. Donc il y a un autre dictionnaire, et c'est comme GPT pond des tokens qui via un dictionnaire représente des mots, DALL-E pondait donc des tokens qui via un autre dictionnaire représentaient des morceaux d'images. Donc la génération autorégressive d'images, elle n'est pas super populaire aujourd'hui, et elle n'est pas aussi performante que la diffusion, peut-être parce qu'on ne l'utilise pas comme il faut. Alors le truc avec ces tokens, c'est que ils représentent des morceaux d'images, donc vous imaginez des petits carrés à l'image qui est comme ça divisé en petits carrés, et des petits carrés de taille fixe, et donc pour une image complète, on prend la suite, on linéarise ça, c'est-à-dire qu'on prend les tokens, on les prend de gauche à droite et de haut en bas, et puis on les lit comme ça de manière linéaire, qui est assez absurde en réalité. Donc si tu prends une image qui est en 2D, et t'en fais une espèce de suite, comme ça, de morceaux en une seule dimension. Et c'est absurde, une image, ça a des correspondances locales en 2 dimensions. Or, avec cette manière de faire, il y a des trucs proches dans l'image qui pourraient correspondre à des tokens qui sont éloignés dans le temps, si on veut.
Et de même, il n'y a pas de notion d'échelle, parce que tous les tokens, ils ont la même taille, ils ont aussi le même niveau de détail. Et c'est pour ça aussi qu'au lieu de générer un carré d'image après l'autre, les chercheurs de chez ByteDance, ils ont voulu générer une échelle d'images après l'autre. Donc la suite de tokens ne correspond plus à une suite de morceaux d'images, des petits carrés fixes, mais à une suite d'images qui sont de plus en plus fines. Donc on part d'un pixel, un pixel, et puis ensuite on passe à 4 pixels, donc 2 par 2, puis à 16 pixels, donc 4 par 4, et ainsi de suite jusqu'à la résolution voulue. Donc le modèle, il est entraîné à prévoir les détails de plus en plus fins, des détails de plus en plus petits. Ben oui, parce que tu pars d'un pixel, donc le pixel, ça va de, je sais pas, la couleur générale de l'image. Ça vaut quasiment rien. Et après, avec 2 par 2, ben, ça n'a pas grand-chose. Après, avec 4 par 4 pixels, tu as une version très sommaire de l'image. En gros, tu as les grandes lignes, tu as les grandes structures. Et puis après, on passe comme ça, et progressivement, à 128 par 128, 256 par 256. Donc, on va faire raffiner les détails, en réalité. Puisqu'entre 128 par 128 et 256 par 256, on a une image qui est mieux définie, donc où il y en a plus de détails. Et donc, c'est une méthode qui est extrêmement maligne, parce qu'elle exploite à plein la structure réelle, bidimensionnelle des images. C'est nettement plus naturel, et ça marche d'ailleurs très bien. Chaque échelle est constituée d'un nombre fixe de bouts d'images. Effectivement, on a toujours ces petits carrés d'images, mais ils sont générés en parallèle par le transformer, successivement, échelle par échelle. Donc c'est assez rapide, ça s'entraîne plutôt vite, et c'est assez rapide à la génération. Et la qualité des images est très bonne, et elle est directement liée au temps de calcul alloué d'ailleurs, au plus tu... comme d'habitude, au plus tu entraînes sur un nombre d'images important, et au plus tu as un gros transformer, en gros, au mieux c'est, quoi. Alors pour l'instant, c'est... C'est quoi la promesse d'usage ? C'est avoir des générations d'images qui sont plus cohérentes au niveau spatial, et qui sont beaucoup plus rapides. D'accord. Et qui peuvent aller très loin en résolution. Parce que comme tu fais résolution par résolution, tu pourrais générer de la 4K si tu veux. À la limite, il suffit de l'entraîner sur ce qu'il faut, tu vois. Et comme c'est pas de la diffusion, comme en fait tu fais tu vois bien, tu fais pas à pas, mais tu fais pas à pas en multipliant la résolution par 2 à chaque fois. Donc ça va assez vite en réalité. Donc ça veut dire que tu fais aussi une génération pas à pas comme la diffusion, mais tu augmentes assez rapidement en fait la taille. Et donc c'est une qualité qui est plutôt bonne, et pour l'instant, on peut pas mettre de prompt. C'est-à-dire qu'on peut pas, pour l'instant, on peut pas prompter, dire voilà, je veux un chien sur un cheval, bon, n'importe quoi. En fait, le modèle est entraîné sur des classes d'images, et il génère des images dans ces classes. Donc il est entraîné sur par exemple la classe des images de chat. Bon voilà, tu lui montres des images de chat, et donc il va te générer une image de chat, tout simplement. Un peu au hasard, quoi, mais bon, une image de chat. Donc il peut te générer des loups, des catamarans, mais tu peux pas lui demander un chat avec un chapeau sur la Lune, tu vois, je veux dire, ça tu peux pas le faire pour l'instant. Mais c'est pas difficile à faire en réalité. C'est-à-dire que maintenant que tu as fait le plus gros, c'est-à-dire que tu as réussi à maîtriser une bonne génération d'images, après tu peux intégrer ça, interfacer ça avec un modèle de langage, et tu peux les mettre dans le même espace, en gros, et c'est très faisable de faire un truc comme on connaît, quoi, c'est-à-dire un générateur d'images qui génère avec des prompts, quoi. Et en plus, pour finir, ce truc se prête aussi bien à la génération vidéo, parce que finalement, il suffirait, entre guillemets, de générer des pyramides. Plutôt que de générer à chaque fois des carrés, tu génères des pyramides, tu génères des blocs spatio-temporels, et donc ça viendra peut-être plus tard, effectivement. Donc c'est quand même une recherche assez prometteuse. C'est marrant, ça paraît très malin finalement. C'est le genre de concept que tu te dis finalement pourquoi personne d'autre y a pensé, quoi. Ça ne nécessite pas a priori des ressources particulières pour aller vers ce terrain d'expérimentation. Je me trompe ? Après, il faut, il faut les bonnes structures, Non, mais la recherche, c'est comme ça. Hein. Il se base sur des idées qui sont déjà faites et tout. Puis il faut quand même pas mal de puissance de calcul quand même pour faire des entraînements à chaque comment dire. Je vais y arriver. À chaque résolution, là pour l'instant, je crois qu'il soit 256 par 256. Puis sur du gros volume d'images. Après, il va falloir passer à du gros volume d'images, etc., etc. Mais bon, oui, c'est prometteur. Bravo. Intéressant, merci pour ce complément d'intelligence artificielle, Guillaume. Et puis on en arrive à la rubrique que j'ai teasée en introduction, celle où tu nous fais voyager à travers différents univers cinématographiques. Et on va commencer par les Gundam, une petite saveur japonaise pour commencer. Je sais pas si tu connais Gundam, là, c'est les séries Gundam ou les... je connais 2 noms, je les ai jamais vus. J'ai jamais rien vu. Perso, j'ai des pour moi, c'était un Gundam, en fait. Enfin, c'est un nom commun, non ? Ou pas du tout ? Non, Gundam, c'est un nom commun. Oui, c'est un nom commun, maintenant. Ouais. Mais je veux dire, c'est surtout un ensemble énorme, c'est une quantité énorme de films et de séries qui sont dans des univers parallèles, en fait. Ouais. C'est-à-dire que au début, tu avais une série Gundam.
Et donc, ça c'est vieux, hein, ça date des années 70. Et après, t'en as plein d'autres, mais qui sont, des réinterprétations quelque part. C'est-à-dire, c'est toujours un petit peu les mêmes thématiques, mais ça se passe dans des univers qui sont complètement distincts, quoi. Voilà, il y a des séries qui sont dans des univers complètement différents, avec Est-ce que des Goldorak rappels. est un Gundam, en fait? Comment ? Non, Est-ce pas que... du tout, pas du tout. Ah, d'accord. Non, pas Rien du à tout. voir. Non, Goldorak, c'est un super robot. En fait, il y a une très grosse différence. J'ai l'air d'un otaku. Turbo otaku. En vérité, Goldorak, si tu veux, ça fait partie de la vogue des gros robots, un peu délire, quoi. C'est-à-dire des robots vraiment exagérés, géants, machin, bon. Par contre, Gundam, alors effectivement, a priori, c'est pareil, c'est un robot qui est piloté par un mec qui est dedans. Ouais. Mais la différence, c'est que Gundam, c'est du réalisme. C'est-à-dire que dans Gundam, ils ont voulu reprendre un petit peu cette idée du robot piloté, effectivement, mais les Gundams sont traités vraiment comme des tanks, c'est-à-dire comme des véhicules militaires. Ok, d'accord. Qui donc sont utilisés pour de la guerre spatiale, ce que tu veux. Mais autant au niveau de la forme, c'est-à-dire que les Gundam, c'est des trucs qui sont beaucoup plus petits, beaucoup plus, alors réalistes évidemment, c'est entre guillemets, mais enfin bon, c'est des robots qui sont beaucoup plus petits, qui n'ont pas de super pouvoir, ils n'ont pas de fulguroppoint, quoi, tu vois, c'est des robots qui sont facilement détruits, facilement, où il faut une maintenance, enfin voilà, ils sont vraiment traités comme des véhicules militaires, comme des espèces de tanks de l'espace, quoi. Et la trame de fond, c'est pas des aliens délire ou des trucs comme ça, tu vois, c'est vraiment des conflits entre des factions humaines avec des trucs vraiment des thèmes lourds, quoi. Il y a la guerre, il y a les enfants dans la guerre, il y a tu vois, des intrigues géopolitiques, enfin c'est très sérieux en fait, c'est même assez lourd souvent Gundam. Ça dépend des séries, ça dépend des époques, hein, mais voilà, c'est vraiment un univers qui est très très différent du Goldorak où on a des trucs beaucoup plus pour enfants. Là, c'est beaucoup plus mature, hein. C'est pour enfants, c'est pour jeunes adultes, quoi. Donc c'est totalement différent. Je m'attendais pas du tout à parler d'un. Désolé. Non, mais comme j'ai lu récemment la BD Goldorak qui est sortie là il y a pas très très longtemps, qui est pas trop mal en plus. Je vais resituer les choses dans mon esprit. Non, mais Goldorak, c'est des choses totalement. Je dis pas que c'est nul Goldorak forcément, mais même si c'est moins ma cam pour le coup, mais c'est vrai que je connais pas très bien Gundam. Hein. J'ai lu un petit peu Gundam The Origins tardivement et je me suis fait une petite culture tardivement aussi en regardant quelques séries. Mais c'est une goutte d'eau dans l'océan de contenu qu'est Gundam parce qu'il y a des séries, des films, c'est vraiment à tir à l'arigot. Mais globalement, c'est pas mal. Enfin, ce que j'ai vu, c'est pas mal, même si je suis pas fan forcément de toutes les idées. Tu vois, je suis pas fan je sais pas, il y a de la télépathie un peu des fois c'est bon, voilà. Ça dépend des séries, mais globalement c'est vrai que c'est franchement pas mal Gundam, et c'est vrai que c'est totalement culte au Japon, c'est vraiment un truc qui accompagne d'ailleurs les Japonais depuis 50 ans, quoi. Et du coup il y a des Gundam en dur, il y a des statues Gundam, il y en a plein au Japon, et il y en avait même un avec des statues, des trucs en plastique, des peintures, tout ce que tu veux, mais il y avait donc à Yokohama, il y avait un Gundam qui était animé, quoi. C'était un vrai robot, quelque part. Ces robots qui bougent, qui marchent. Hein. C'était une représentation du Gundam original, presque. Hein. C'était le RX-78. RX-78-2, pour les connaisseurs. Et c'est un truc qui avait 36 parties mobiles. Oui, non, parce que... il y a des otaku complets. Alors, j'en suis pas un, mais bon, j'ai failli un petit peu. Mais bon, je me suis dit, non, mais c'est un petit peu exagéré. De tous les modèles de Gundam, parce que t'as des robots différents. Chaque série a des dizaines de robots différents, quoi. Et donc, tu as des centaines de robots. Et alors, ce qui est assez marrant, d'ailleurs, c'est un truc, moi, que j'ai constaté il y a quelques années déjà, mais où j'ai vu arriver le Gunpla en France. Et ça m'a vachement surpris. Le Gunpla, c'est une institution au Japon. C'est ce qui a sauvé, d'ailleurs, c'est ce qui a sauvé Bandai. C'est un truc, c'est tout simplement des maquettes en plastique que tu fais sans colle, tout ça. C'est super facile. C'est assez rigolo à faire. Je l'ai fait un ou deux, mais bon, j'ai arrêté parce que bon, ça c'est pas non plus. Mais le Gunpla, ce qui est marrant, c'est que c'est un truc des pans de ta vie, typiquement japonais. Vraiment, le Gunpla. Non, mais franchement, le Gunpla, je suis pas rentré dedans parce que, en plus, je trouve que c'est pas très solide en réalité. Ça vieillit pas très bien. Perso, je trouve que ça vieillit pas très bien. Mais bref, le truc, si tu veux, ce qui m'a amusé, c'est que le Gunpla, j'en ai vu au Japon, quand j'allais au Japon il y a très longtemps de ça, et j'avais découvert là-bas. Je pensais que c'était vraiment super japonais. Et en fait, maintenant, il y en a partout. Dans plein de magasins de manga, t'as des Gunpla, t'as des boîtes comme ça, de maquettes, de Gundam. De plein de tailles différentes, tu as tous les prix, et c'est assez marrant, quoi. Et apparemment, ça a du succès, j'en vois de plus en plus partout, moi, des Gunpla. C'est assez... Donc, bon, voilà, c'est un truc quand même très, 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 très spécifique. Très bien. Et donc, bref, ce Gundam de Yokohama, il avait quand même donc 36 parties mobiles, il faisait 18 mètres de haut, il était en place depuis 2020, et il va tirer sa révérence, Enfin, il devait tirer sa révérence en 2022, en fait.
Mais il avait trop de succès, et puis bon, finalement, ils ont prolongé d'un an, mais bon, voilà, là maintenant, ils ont arrêté les frais, donc ça fait une grosse fête spectaculaire, avec un dernier feu d'artifice, des drones, etc. Et donc, il y a eu 2 millions de visiteurs, d'ailleurs, quand même, c'est pour te dire. Hein. Donc, Gundam, ça reste vraiment... alors, il reste d'autres Gundam de taille réelle au Japon, même s'ils bougent pas. Il y en a un animé, il y a le Unicorn qui se transforme là, à Tokyo. Donc, c'est vraiment un truc qui est toujours complètement c'est un phénomène totalement inoxydable au Japon, quoi, le Gundam. C'est toujours marrant de voir ça, et bon, voilà. Genre, écoute, maintenant, on commence à voir des robots humanoïdes et tout dans la vraie vie, là. Est-ce que tu crois que les mechas sont pour 2030 ? Ah, mais évidemment. Aussi sûr que je vois l'avenir autour de la robotique, ça me paraît évident, effectivement. Je suis sur gunplashop.com, nous ne sommes pas sponsorisés, mais il y a HG Goldorak faire en 144e pour seulement 59,90 €. Je ne vais pas aller plus loin sur ce site internet. On continue. Ne commence pas. Assez mal. On continue, Guillaume, avec cette rubrique cinématographique, avec un nouveau Matrix. Écoute, moi, ça m'a tué. Ça m'a tué. Hein. Genre, t'as vu Matrix 4, toi ? Tu l'as vu ? Alors, j'ai toujours pas vu Matrix 4, et je m'étais dit qu'il faudrait que je regarde au moins le 1, le 2 avec mon fils. Mais bon. Ouais, bon, enfin, moi, j'ai un avis très mitigé sur Matrix 4. Hein. Bon, bah, pas spoiler, donc justement, je vais pas te spoiler. Par rapport à Prometheus. Ah, par rapport à Prometheus, c'est bien meilleur. Ne réponds pas. C'est bien meilleur que Prometheus, mais c'est pas très dur. Non, mais c'est un film étrange, Matrix 4, franchement. Donc voilà, même sans te spoiler, franchement, c'est un film que j'ai trouvé vraiment bizarre, quoi. Parce que déjà, c'est une critique directe d'Hollywood et des studios qui financent le film, c'est quand même marrant. Et puis c'est très crépusculaire, en fait. Hein, c'est une histoire très crépusculaire avec des héros vieillis, diminués. Et il y a une vision finalement assez fataliste de notre société, notre vie en ligne, hein, en reflet comme ça. C'était Bon, Lana avait pas envie de faire ce film, hein, manifestement. On a presque l'impression d'une sorte de sabotage de la franchise. D'ailleurs, c'est vraiment un film assez unique. Dans le genre, gros blockbuster, quand même, c'est vraiment étrange, c'est vraiment original. Bon, c'est peut-être pas ce qu'on aurait aimé voir, mais bon, c'est un truc vraiment singulier. C'est un film d'auteur, quoi, faut reconnaître ça. Mais bon, franchement, je voyais pas du tout une suite, voilà, à ce film, et ça m'a vraiment... surtout vu ce que tu décris, ça donne l'impression qu'effectivement, c'est la fin, quoi. Moi, ça m'aurait... Enfin, j'aurais vu ça comme ça. Et donc, pourtant, Matrix 5 est en cours d'écriture par Drew Goddard, alors responsable déjà de La cabane dans les bois, et de Seul sur Mars. Donc le film avec Matt Damon, où il mange des patates qu'il fait dans son caca. Si vous avez vu le film, vous avez forcément retenu ça. Il a aussi écrit World War Z et Cloverfield. Et bon, apparemment, Lana Wachowski serait toujours producteur exécutif. On ne sait rien du cast pour le moment, on ne sait pas trop. Alors bon, je sais pas. Autant j'ai bien aimé Cabin in the Wood, autant World War Z et Cloverfield, bon, scénaristiquement, c'est pas non plus, enfin, ça casse pas des briques non plus, quoi. Je vois ce que tu veux dire. Donc je sais pas. Ce qui est terrible, c'est que j'étais un petit peu deg après Matrix 4, mais que bien sûr, je suis curieux, hein, et donc j'irai sans doute le voir. Je suis un pigeon, oui, sûrement. Voilà la raison pourquoi ils vont faire un 5, évidemment. Évidemment. Donc je te dis pas si t'attends un Matrix 5, que je te demande pas vraiment, vu que t'as pas vu le 4. Non, mais il va falloir que je rattrape et que je fasse mes devoirs. C'est vrai que le temps a passé, mine de rien, depuis la sortie du premier Matrix. Et je pense qu'il y a un effet aussi tentatif 25 ans, gars. 25 ans. C'est ça, on se rend pas compte, mais il y a sans doute un mouvement générationnel. Enfin, tu vois, les personnes qui l'ont vu à l'époque ont peut-être des enfants avec qui ils veulent partager ça. Mais ce qui est fascinant, d'ailleurs, c'est que tu vois le premier Matrix, c'est clairement pas du tout les mêmes thématiques, c'est pas du tout le même monde, en fait. C'est un reflet d'une société qui a vraiment profondément changé. Bon, c'est bien, je vais savoir quoi regarder avec mes enfants. On continue. Alors justement, tu mentionnes les pommes de terre au caca, un petit coup de regard vers les étoiles. Oui, alors Seul sur Mars, je sais pas si on sera probablement pas Seul sur Mars, mais c'est vrai que ça vient bien à l'actu, puisque on a pas mal parlé d'Elon Musk déjà dans l'hebdo, mais il arrive encore à se glisser dans ce supplément via SpaceX et Starship, évidemment, puisqu'il a donné une conférence de presse de 3 bons quarts d'heure, je crois, sur la feuille de route de Starship et la conquête martienne. Et oui, il en a parlé encore une fois. Alors c'est vrai, ça ressemble à la science-fiction. Faut le dire, hein, ce qu'il a dit, voilà, l'ambition est démesurée, les moyens aussi. Démesuré, oui. Est-ce que c'est totalement irréaliste ? Je sais pas. Je sais plus, en fait. Alors pour commencer, on a bien déjà des trucs sur le dernier test, hein, de Starship. Donc on a... Alors c'était là le mois dernier. Donc on a bien confirmation que le vaisseau... Déjà le mois dernier ? Je crois que c'est... je sais plus. Il me semble que c'était pas autant que ça, mais c'est possible. C'est possible, le temps passe tellement vite. On est que le 9, tu sais, ça va. Ouais, c'est un peu facile, t'as raison. Ok, très bien. Mais bon, en tous les cas, voilà, donc le dernier test, effectivement, du Starship, on avait dit, hein, ils avaient perdu le vaisseau, effectivement, il s'est disloqué à sa réentrée dans l'atmosphère. Et il a dit aussi donc, que gérer cette phase, ça va être compliqué, ça va prendre du temps, et que le booster, par contre, pour le booster, donc le premier étage,
il estime qu'ils ont 80-90% de chances de réussir son atterrissage et sa récupération cette année, quoi. Donc voilà, c'est ce qu'on avait dit un petit peu, c'était plutôt bien engagé pour le premier étage, quoi. Donc tout va s'accélérer, par contre, SpaceX va construire une nouvelle base de lancement au Texas, fin 2025. Il devrait avoir deux bases supplémentaires en Floride, donc voilà, fin 2025. Cette année, 6 Starship devraient être construits. Et il y a une nouvelle usine où il va y avoir encore plus de débit, quoi. Puisqu'il va y avoir une nouvelle usine à Starbase et qui est prévue pour 2025 aussi. Au-delà, Musk a parlé de Starship 2 et de Starship 3, et pas des Troopers. Starship 2 sera une évolution relativement minime de Starship, donc un petit peu plus grosse, un petit peu plus haute, hein, avec 124 mètres contre 121, un petit peu plus de poussée. Par contre, Starship 3, c'est elle qui vole le show, hein, puisqu'elle sera quand même nettement plus haute, 150 mètres, elle aura une poussée initiale 2 fois plus grosse que Starship 1, que l'actuel, quoi, et ça pourrait mettre plus de 200 tonnes en orbite. Donc le double de Starship quasiment, voilà, pour l'instant. Et le tout pour $6 millions. Soit moins en fait que le prix initial des premières fusées Falcon. Alors évidemment, ça paraît très optimiste, mais finalement, c'est ce qui s'est passé pour les Falcon 9. Hein. Ils ont doublé leur capacité entre 2010 et 2018. Donc, bon, pourquoi pas. Alors ça fait, attention, faut se rendre compte, hein, ça fait 30 € le kilo en orbite. En orbite basse. C'est délirant. Ouais. Et bon, fort de ça, Musk embraye sur ses ambitions sur Mars. Il envisage d'envoyer des millions de tonnes sur Mars. Des millions de tonnes qui demanderaient donc des milliers de lancements. Des milliers de véhicules qui prendraient le chemin de Mars à la queue leu. Tous envoyés, en plus il faut tous les envoyer dans une fenêtre, parce qu'évidemment le voyage le plus court, si tu veux, pour Terre à Mars, c'est pas trop, il y a que une fois tous les 26 mois que ça se passe. Après, il faut attendre que les il faut les envoyer par package, quoi, par lot. Okay. Donc il faut faire des lots. Il faut faire des très 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 gros lots, parce que voilà, tous les 2 ans, tu as une fenêtre. Après, bon, donc ça veut dire que tu vas envoyer donc des centaines de Starships, et les Starships sont censés revenir. Hein. Donc ils sont censés être ravitaillés sur place, sur Mars. Ça va devenir une autoroute, en fait. En ressources locales, et pour revenir vers la Terre. Donc effectivement, on est carrément sur de l'autoroute, quoi. Musk envisage qu'il faudrait donc des milliers de tonnes, enfin des millions de tonnes de matos, hein, pour kickstarter une colonie d'1 million de personnes. Donc il ne serait pas seul sur Mars, ce qui est bien, qui serait donc viable pour lui, autonome, et qui donc pourrait donc faire du minage là-bas, faire faire pousser des trucs, etc. Avec du caca ou pas, je sais pas, mais faire pousser des trucs. Et donc, ça débuterait notre existence en tant qu'espèce multiplanétaire. Donc voilà, The Expanse Origins, c'est maintenant, apparemment. Voilà, c'est aujourd'hui. Dis donc, ça promet. Je sais pas s'il continuera à utiliser... Voilà, enfin moi, bon, en tous les cas, ce qui est fou, alors je sais, hein, ça paraît fou, il y a des milliers comme ça de Starship, ça paraît fou. Mais si on m'avait dit il y a 20 ans qu'une compagnie privée ferait 90% des mises en orbite, enfin c'est fou. Du tonnage en orbite, voilà, cette année-là, des centaines de lancers, dont une centaine par an, quoi, je sais pas, avec des fusées réutilisables à 80%. J'aurais du mal à le croire, tu vois. Il y a 20 ans, j'aurais du mal à croire à ce qu'est devenu SpaceX aujourd'hui. Et Starship, il est finalement en bonne voie, quoi. Il n'y a pas de raison de penser que ce soit impossible, même si c'est pas difficile, tout ce que tu veux, c'est pas de raison de penser que ce soit impossible. Donc oui, c'est démesuré. Alors je sais pas, en plus, je sais pas où il trouverait les fonds pour faire ça. Quel business model il aurait pour financer des milliers et des milliers de lancers pour faire une civilisation martienne? Ça va. Probablement c'est allé sur des décennies, hein, je veux dire, c'est pas des trucs que tu vas faire en 2 ans, même lui il pense pas ça, mais même sur des décennies, c'est énorme, tu vois, c'est des fonds qui sont délirants, quoi, donc je sais pas. Après, faut pas sous-estimer SpaceX, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ils ont déjà étonné le monde entier, finalement, SpaceX, hein. Donc même si l'ambition de Musk ne se matérialise pas, ou qu'elle prend 50 ans à le faire, sur le chemin, on pourra encore être étonné. Ce qui est assez dingue, hein, comme on disait dans l'épisode hebdomadaire de cette semaine, c'est que finalement, ça reste l'entreprise finalement la plus crédible et qui pourtant probablement est la plus, je sais pas, ambitieuse quelque part, hein, d'Elon Musk. Ah oui, c'est ambitieux. Et c'est là où, a priori, il a plus de perspectives de succès. Donc ça laisse songeur. Très bien, encore un point d'étape qui nous ravit, Guillaume. Je ne sais pas ce que tu as en ce moment. Est-ce que tu fais une crise nostalgique? Dis-moi, parce qu'on avait déjà dans l'épisode supplément de la semaine dernière vanté, entre guillemets, les mérites des cassettes audio, des vinyles. Ça a fait un petit peu réagir, hein, d'ailleurs, sur le serveur Discord, et c'est très cool. Alors là, tu continues, mais tu veux nous achever. C'est surtout ta détestation des cassettes qui a fait réagir. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Il faut être honnête, c'est vrai. Bah oui, avant de passer à cette news, est-ce que j'ai pas dit à la queue le tout à l'heure? Ah non, me dis pas que c'est le moment d'une expression désuète. Mais c'est une expression désuète. Allons-y, allez-y, parfait. Quelle est l'origine de cette expression? C'est Bézu, bien entendu.
Non. Ah Non, en fait, la queue, le. On a tous la mélodie en tête. Voilà, il y a des le, donc c'est quoi, c'est le. En fait, un le, c'est comme ça qu'on disait un loup au Moyen-Âge. Et en réalité, enfin, en tout cas, à l'époque, on imaginait, c'est peut-être le cas, je sais pas, je suis pas loupologue, mais bon, que les loups se déplacent en file indienne. C'est pour pas faire trop d'empreintes, ils se déplacent souvent les uns à la suite des autres, quoi, les uns après les autres. Et donc, bon, du coup, la queue, le, qu'est-ce que c'est la queue du le? La queue du le, c'est la queue du loup. Ah. Et à la queue du loup, il y a quoi? Il y a un autre loup, un autre le. Donc à la queue du le, il y a un le. Et donc du coup, pourquoi c'est devenu à la queue le? Alors bon, ça serait une dérive d'écriture. Comme il arrivait qu'on zappe les articles pas mal au Moyen-Âge, on a dit la queue le, et puis la queue le finalement. Et ça a été repris dans la littérature ensuite, ça a été repris même par Rabelais. Bon après, à partir de ce moment-là, c'était plié, quoi, c'est devenu à la queue le. Ok, très bien. Voilà, décidément, c'est un épisode, encore une fois, fort nostalgique et voire même avec des vertus historiques. C'est beau, vous saurez, si vous n'avez rien appris en tech, ce que signifie en tout cas, ou d'où vient en tout cas, à la queue le. Très bien, magnifique. Mais bon, revenons à nos DVD, effectivement. Oui, il y a un article de The Guardian qui décrit comment cette famille de Floride est devenue la star du quartier grâce à leur collection de DVD lors de l'ouragan de 2018. Qu'il n'y avait plus d'électricité, il n'y avait plus de réseau, mais ils avaient un générateur. Ils avaient un lecteur DVD portable et ils avaient il y avait surtout des DVD à mettre dedans. Et donc, du coup, ils ont passé des bonnes soirées. Ils ont fait passer des bonnes soirées aussi à tout le voisinage. Et c'était, c'est un exemple comme ça qui est peut-être cocasse, mais effectivement, c'est un exemple d'un usage du DVD dans des conditions extrêmes. Il y a un véritable petit retour d'engouement pour les DVD et les Blu-ray. Pour les films physiques qu'on peut garder chez soi et qui ne sont pas soumis au bon vouloir des plateformes ou aux aléas des accords de licence. Entre 2017 et 2022, le marché vidéo physique a été divisé par 3. Donc le streaming est roi, il n'y a pas de souci. Mais certains fidèles, il y a toujours certains fidèles au disque. Et puis, il y en a qui les recherchent activement, par fétichisme, par prudence, par survivalisme, tout simplement, pour la préservation, pour la disponibilité inconditionnelle de ces trucs. Et il y a certaines boutiques, il y a certains distributeurs qui voient même leurs chiffres monter pour le physique. Et c'est aussi aidé par l'appui de cinéastes comme Christopher Nolan ou Guillermo del Toro qui disent carrément que quand vous achetez un disque, vous en êtes le dépositaire. Vous êtes le dépositaire d'un objet qui peut contribuer à la préservation de ce truc. Et il y a même Matt Damon d'ailleurs qui confie qu'il a, lui aussi, tu vois, une certaine nostalgie du physique parce que lui, il dit que tout simplement, la seconde sortie d'un film en vidéo pouvait lui donner un second souffle. Et même un film qui n'avait pas très bien marché en salle, il pouvait sauver les meubles, il pouvait se rattraper sur le marché vidéo. Et c'était donc, ça pouvait permettre de garder espoir, quoi. Et aujourd'hui, les rentrées du streaming ne permettent plus de renflouer aussi bien. Un film donc est condamné à cartonner. Et du coup, ça rend les producteurs très frileux. Et donc, ils ont une aversion au risque qui peut nuire au final à la qualité, à l'originalité, comme on peut le voir du reste dans les jeux vidéo aussi un petit peu. Donc là, les sorties sont de plus en plus rares, de cela dit, en physique. Les nouveautés peuvent coûter finalement assez cher. Mais ça reste aussi l'occasion, parfois, à faire de la chasse à certains films. Et puis, évidemment, tu as toujours le second marché, l'occasion aussi, qui permet de faire de la chasse au trésor. Et parfois, c'est la seule manière de voir un long-métrage qui a été retiré ailleurs, quoi. Parce que finalement, il y a un enjeu de la préservation vidéo, comme il y a un enjeu finalement de la préservation de jeux vidéo, quelque part. Et bon, alors, donc il reste des magasins et des associations, et il y a des collectionneurs qui peuvent avoir 10 000 DVD chez eux, et qui se considèrent comme des conservateurs, qui considèrent que leur collection, c'est une sorte de bibliothèque d'Alexandrie de la vidéo. Est-ce que le Blu-ray 4K va devenir le nouveau vinyle? Parce que finalement, on a déjà vu ça. Il y a bien un moment où ça va l'être, évidemment. Avec l'audio. Évidemment, ça va forcément être le cas tôt ou tard. Et je me réjouis. Il y a peut-être plein d'autres personnes qui vont comme ça avoir des belles bibliothèques de contenu. J'ai l'impression que c'est vraiment une tendance qui s'est perdue. Donc c'est noble, quelque part. J'encourage des personnes qui sont dans cette démarche de conservation. Pour les autres, il y a Plex aussi. Instagram, qui est plus rentable que YouTube, Guillaume. On change d'environnement. Oui, la grosse question que je me posais pas vraiment, c'est qui de YouTube ou d'Instagram est le plus rentable? Moi, j'étais convaincu que c'était YouTube, mais je me trompe visiblement. En tout cas, on a la réponse. Et la réponse, c'est celui qui propose le contenu de meilleure qualité, bien sûr. Non, je déconne. Instagram a gagné 32 milliards en 2021 contre 28,8 pour YouTube. Et c'est du même ordre pour les années précédentes, en fait. 22 milliards en 2020 pour Insta, 19,7 pour YouTube et 17,9 milliards en 2019 pour Insta et 15,1 pour YouTube. Tout ça sans doute parce que YouTube file trop d'argent à ses créateurs de contenu. Il est con aussi. Je veux dire, 55%. Instagram, en étant une grosse panse, lui, il y arrive bien mieux.
Ah bah voilà. Alors comment on sait tout ça? Parce que la FTC a décidé d'attaquer Meta pour monopole, tout ça, et que Meta a déposé un recours pour annuler la procédure, et donc ça a accompagné de tout un dossier qui contient ces informations croustimoelleuses que je vous partage voilà, généreusement. Croustimoelleuse, je vais retenir le nom. Tu sais qu'on a une boulangerie ici qui vend du croustimiel. J'aime beaucoup le nom aussi, croustimoelleuse. C'était The Social Network et puis un peu de nostalgie encore hein, après avoir parlé des vinyles, des cassettes, des DVD. Tu veux parler de Yahoo, Guillaume? C'est horrible, on parle de Yahoo comme un truc nostalgique, ça oui, tout dire. C'est le cas. Mais non, mais il va revenir. Bon, il est jamais parti en vrai, hein, il a juste rétréci. Bon, il est tellement rétréci qu'on le voit plus, mais bon, ça pourrait changer. Et ça pourrait changer grâce à Artifact. Artifact, c'est une boîte, c'était une boîte qui, c'est une boîte qui montre bien qu'avoir une bonne idée suffit pas à créer un business rentable, hein, malheureusement. Artifact, ça avait quand même été créé par les cofondateurs d'Instagram, donc Kevin Systrom et Mike Krieger. Donc, en fait, c'était une app d'agrégation de news personnalisée qui utilisait un algo de recommandation propriétaire et assez sophistiqué, assez efficace. Et le nom Artifact, ça viendrait en fait d'Artificial Intelligence et Fact. Donc oui, c'est un truc IA, encore une fois, on n'en sort pas. Ah, c'est beau. Et donc, il se définissait un petit peu comme une sorte de TikTok, mais pour le texte. Et ça n'a pas marché. Voilà, financièrement, je veux dire, ça n'a pas marché, parce que ça marchait très bien, mais ils ont fini par arriver à court de cash, et donc Artifact a fermé, non sans attirer l'attention de Yahoo, qui vient de racheter la technologie. Alors, les fondateurs vont servir de conseillers spéciaux, mais ils vont pas intégrer Yahoo, et les autres employés vont vraisemblablement pas être repris non plus. Donc Yahoo existe toujours. Pas rester grand-chose, quoi. La technologie d'Artifact qui va être intégrée dans Yahoo News. Et parce que Yahoo, effectivement, fait une curation déjà de news, et donc ils sont très preneurs, finalement, de choses qui pourraient les différencier. Parce qu'ils ont du mal à se différencier, hein. Donc ils vont compter sur le petit plus d'Artifact pour essayer de revenir dans la course. Et en réalité, je suis un petit peu sévère avec Yahoo, et peut-être toi aussi, parce qu'il comptera encore 185 millions de visiteurs par mois. Ah ouais, quand même. Alors, je pense que c'est principalement aux US, parce qu'ici, il n'y a pas l'air d'y avoir trop d'amateurs quand même. Hein. Je peux me tromper, mais bon, en France, en Europe... Il y a Yahoo Mail quand même qui a été bien implanté, et peut-être qu'encore plein de personnes ont des mails en Yahoo Mail, et ça les ramène dessus, j'imagine. C'est possible. Mais bon, toujours est-il que du coup, il y a des millions de personnes potentiellement qui pourraient profiter d'Artifact, et Artifact, lui, en tout cas la technologie d'Artifact, il prend un nouveau départ avec ce qui lui manquait, hein, finalement, c'est-à-dire une grosse base d'utilisateurs, quoi. Eh ben écoute, merveilleux. C'est vrai que c'est fou de parler de Yahoo comme d'un truc un peu rétro à la hauteur des DVD ou des cassettes. C'est moi qui fais la simulation, évidemment, de mon côté. On continue cette revue cinématographique avec la taupe. La source de chez TikTok commence à se dévoiler. Oui, les États-Unis sont en train donc de se tâter pour en substance virer TikTok du territoire, et c'est toujours un sujet compliqué. Alors d'un côté, la Chine a un fonctionnement très particulier, on le sait, qui induit un fonctionnement entrepreneurial lui aussi très spécifique. On a eu des avis assez tranchés de gens qui paraissent connaître leur sujet là-dessus. Bon, d'un autre côté, on peut aussi se demander si TikTok est vraiment plus nuisible et dangereux que n'importe quel autre réseau social assoiffé de données et d'engagement. Bon, la procédure contre TikTok, elle est en partie motivée par les révélations d'une source interne qui vient de se faire connaître. Et le souci, c'est qu'elle n'aurait peut-être pas dû, parce que finalement, elle n'est pas ultra crédible en réalité. Alors, cette source, elle s'appellerait Zen Godziker. Et il a travaillé pour TikTok en tant que risk manager. Le risk manager, c'est-à-dire qu'il regardait ce qui pouvait menacer la réputation, la sécurité de TikTok. Un poste pas super haut placé, qui n'a conservé que 6 mois. Ah ouais? Pas super haut placé pour un truc pareil? Risk manager, bon, c'est pas non plus... Enfin, oui, c'est un cadre, mais enfin, je veux dire, il n'est pas non plus cadre dirigeant, tu vois, de Ok. Et ce qui est assez étrange, c'est que justement, il n'est pas cadre dirigeant, et pourtant, il a affirmé qu'il a refusé de valider le projet Texas, donc le projet à 1,5 milliard de dollars qui aurait abouti à la gestion des données des utilisateurs américains de TikTok par Oracle, pour les rassurer sur le fait que les données restent aux États-Unis. Et donc, il a dit aussi que c'est à cause de ça qu'il avait été viré injustement de la boîte en 2022. Bon, un employé qui n'était pas un cadre dirigeant, c'est un petit peu bizarre. Mais ce qui est encore plus bizarre, c'est qu'il a déposé une seconde plainte en mars où il affirme qu'il a été mis sous surveillance 24 heures sur 24 par TikTok, que le FBI a comploté avec TikTok pour le faire virer, que le FBI a aidé la CIA à diffuser ses infos personnelles à des pays étrangers. Vrai roman noir. Ouais, c'est ça ressemble un petit peu à du roman d'espionnage, et du coup, c'est un petit peu moins crédible quand même, parce qu'il apporte pas de preuves tangibles à tout ça, en réalité. Et donc pour TikTok, Godziker affirme aussi que TikTok peut envoyer des données des utilisateurs américains à une autre appli chinoise de ByteDance, qui s'appelle Toutiao. Toutiao donc ferait le pont en quelque sorte entre TikTok et ByteDance en Chine. Et après, évidemment, le gouvernement peut y accéder, c'est open bar. Alors, c'est cette histoire qui a été relayée par le Washington Post l'an dernier.
et qui a fait beaucoup de bruit. En ce moment, c'est quand même très tendu entre les US et la Chine, et c'est à tel point que, voilà, quoi qu'ils disent, finalement, Godziker, il trouve une oreille, quoi. Il trouve des gens pour écouter et qui ont envie de le croire. Mais il a rencontré pas mal de monde. Beaucoup de politiques et beaucoup d'officiels de diverses administrations. Alors TikTok, de son côté, affirme qu'il n'a rien trouvé du tout, qu'il n'a rien trouvé d'autre qu'une coïncidence de noms et des codes obsolètes qui sont plus utilisés, et que de toute façon, avec Project Texas, plus rien de cet ordre n'est possible. Alors, qui croira ? Les histoires qui ont été relayées par Forbes sur les 9 employés de TikTok qui auraient reconnu que des ingénieurs en Chine auraient accès à des données américaines, ça venait aussi de lui. Donc, bon... ça commence à faire écrouler pas mal d'éléments d'accusation. Écrouler, non, on ne sait pas en réalité. On ne sait plus vraiment que croire, honnêtement, parce que tout ça est très politique. Godziker, c'est vrai qu'il n'a pas l'air super fiable. Mais bon, à quel point il a tort, on ne sait pas non plus. Est-ce qu'on peut affirmer de manière certaine qu'il a tort à 100% ? C'est difficile. Donc, ça ne remet pas en question la totalité de ce qu'il peut rapporter, effectivement. Non, mais c'est vrai qu'on peut se poser des questions sur, disons, est-ce que c'est à quel point, tu vois, c'est enjolivé, à quel point ce mec est fiable ? Ça devient compliqué. Ok, donc à suivre, mais peut-être le début d'un scénario de film d'espionnage, effectivement. On continue avec les grandes espérances d'Intel qui mène sa grande restructuration. Je crois que j'ai vu aussi des annonces de nouveaux produits, Guillaume. Oui, alors, oui, c'est vrai, mais j'ai pas trop regardé ça. En fait, je me suis plutôt concentré sur le speech qu'a fait Pat Gelsinger sur l'avenir d'Intel, qui n'a pas été très tendre finalement avec les décisions passées de la boîte, puisqu'il a admis avec franchise qu'Intel avait pris du retard, un retard sérieux de 3 nodes carrément sur la concurrence. Il a dit aussi que le choix d'avoir évité l'utilisation des ultraviolets extrêmes pour le process Intel 7 a été une erreur, que le process n'est pas à la hauteur. Il est colère. En termes de coût, performance, miniaturisation, donc c'est un node qui l'a déçu quelque part. Le retard pris par Intel pour adopter cette fameuse gravure à ultraviolet extrême, donc pour Alder Lake. Mais même avant, finalement, le manque d'investissement dans la recherche pendant les années 14 nanomètres, le 14 nanomètres qui a duré très très longtemps, qui a duré, 6 ans, 5 ans, un truc comme ça, tout ça ont permis aux concurrents asiatiques de les distancer, quoi. Et c'est dur à avaler pour Pat, mais c'est clair. Genre, on l'a tous constaté, quoi. Et c'est bien de le reconnaître enfin de manière indubitable. Intel a glandé et il a fait n'importe quoi pendant 5 ans. Et maintenant, il le paye. Il paye le prix et il le paye cash, vraiment. Intel a perdu 7 milliards de dollars cette année, c'est-à-dire encore plus que le déficit de 5 milliards de dollars de l'année dernière. Oh là là. Ouais. Et parce que, évidemment, après, ils ont énormément investi aussi, donc ça se comprend. Du coup, ils veulent pas répéter les erreurs du passé, Donc ils investissent massivement, ils se sont transformés lourdement, donc voilà. Alors, d'ailleurs, maintenant, les ultraviolets extrêmes sont intégrés apparemment à la chaîne de production. Intel 3 est prêt à être produit en gros volume. Apparemment, les process suivants, c'est-à-dire 20A et 18A, ne sont pas en retard, donc de ce côté-là, tout va bien. Intel a aussi totalement changé de visage, en se scindant en deux, donc on avait parlé, se scindant en trois en fait, mais bon. Dans deux principales entités, il y a Intel Produit, qui fait le design des puces, et un Intel Foundry, qui fabrique les puces avec les usines. Donc, les puces d'Intel, mais aussi celles de n'importe qui veut payer, quoi. Donc la stratégie IDM 2.0 veut faire d'Intel une deuxième TSMC, et même une TSMC++, puisqu'il y a une TSMC qui fait aussi ses propres puces. Cela dit, c'est encore loin d'être le bout du tunnel. Parce que Pat s'attend pas à ce que ce soit rentable avant 2030. Et Intel n'est pas aidé par le fait que la demande de PC est toujours pas énorme, elle se remet doucement après la folie de 2020. Et puis après 2020, il y a eu une grosse crise, et puis bon, on est toujours un peu dedans. Donc les fonderies Intel sont peut-être pas non plus surchargées, sursollicitées, et il faudrait évidemment qu'elles tournent à plein pour pouvoir faire du fric. Donc ça va être encore compliqué jusqu'en 2030, et ça fait long, ça fait 6 ans quand même. Ah bah oui. Donc Intel n'est pas sortie d'affaires, elle aurait fait le plus gros, d'après lui, mais c'est vrai que avec ses futurs nouveaux nodes, donc qui seraient compétitifs avec ceux de TSMC, donc du coup, il s'attend à une forte demande, parce qu'il s'attend à ce que les gens soient trop contents évidemment de pouvoir passer des Taïwanais vers de la gravure qui sera faite directement aux États-Unis. Et donc Nvidia, Apple, AMD seraient trop heureux de trouver une alternative aux Taïwanais avec les problèmes qu'ils ont, problèmes évidemment possiblement géostratégiques, mais surtout les problèmes d'encombrement, parce que il y a que TSMC en gros qui fait tout, et c'est un goulet d'étranglement. Donc ils seraient très contents, je pense, effectivement, de passer chez Intel si les tarifs et les performances suivent. Bon, Pat Gelsinger est confiant là-dessus, espérons-le. Oui, quitte à le faire, ils imaginent le faire bien, effectivement, et c'est tout ce qu'on leur souhaite, évidemment.
Guillaume, je voudrais que tu nous rassures un petit peu et que tu nous tiennes au courant de cette saga que tu avais commencé à nous partager avec l'association avec le film Interstellar. Je te rassure, je préfère Interstellar à Prometheus au passage. Et avec Voyageur 1, qui était malade, qui avait un problème de mémoire, avec un débogage alors en temps réel, façon de parler, parce que c'est pas possible de faire du temps réel à cette distance-là. Et tu as des nouvelles, Guillaume. Est-ce que les nouvelles sont bonnes, docteur ? Bah, pas trop mauvaise en fait, c'est vrai. Alors, c'est un petit mot pour mentionner que Voyager 1, donc qui a bugué à 24 milliards de kilomètres, il va sans doute être sauvé, puisque la NASA vient de confirmer son hypothèse selon laquelle une portion de la mémoire de l'ordinateur de bord dédiée à la navigation serait corrompue. Il y a à peu près 3% de la mémoire qui serait cramée. Et c'est sans doute à cause d'un composant qui aurait grillé, mais apparemment un composant unique. Et donc Voyager 1, alors Voyager 1 n'a plus de backup, parce qu'évidemment, normalement, ils ont un ordinateur de backup, un ordinateur de rechange, mais il a grillé en 82, c'est dommage. Et donc c'est le dernier ordinateur, donc il n'y a pas intérêt à griller. Mais si c'est qu'une seule puce finalement de mémoire qui serait responsable de la panne, ça pourrait être contourné. Bon, évidemment, les raisons possibles sont multiples. On parle quand même d'une puce qui aurait 46 ans et qui les a passées dans l'espace profond. Donc, quel record incroyable. S'il est tombé en panne, ça arrive. Maintenant qu'ils savaient exactement... On repense à tous nos lave-linges, Guillaume, oui, qui tombent en panne au bout de 3-4 ans. Alors niveau fiabilité, on a vu pire, sans déconner. Maintenant, donc, ils savent exactement quel morceau des morts ils vont pouvoir utiliser et lesquels il faut éviter, quoi. Et donc, ils sont assez confiants, donc ils pourront sans doute tout redémarrer à un moment donné. Ça va être long aussi parce qu'il faut trouver un créneau, tout simplement, pour utiliser la plus grosse antenne de la NASA, celle de 70 mètres, parce que il faut la plus grosse antenne pour parler un truc qui est aussi loin que ça, il faut vraiment la plus grosse antenne, et cette plus grosse antenne, évidemment, tout le monde se l'arrache, pour parler à diverses autres missions, et donc, du coup, il faut trouver. Donc, ça va prendre des semaines, mais Voyager 1 n'est pas encore bon pour la poubelle. Ouais. T'imagines quand même quand tu as un projet de réservé sur cette antenne et que tu dis, quelque part, tu es responsable et tu dis non, Voyageur 1, vous le débuggerez plus tard. Moi, j'avais réservé avant. C'est quand même bizarre, tu vois. Tu te dis, c'est quand même quelque part un bien de l'humanité d'avoir ce truc qui va aussi loin. Oui, enfin, c'est fou, non ? 46 ans qu'il va, il est pas à des minutes près en plus. Ouais, c'est pas faux, c'est vrai. T'as pas tort. C'est ça le truc. C'est comme quand tu prends un TGV et qu'il a 30 minutes de retard, tu ne t'exclames pas qu'il a 1 minute de retard de plus. Merci Guillaume pour cette revue complète de l'actualité des nouvelles technologies au travers de l'épisode hebdomadaire, mais aussi de ce supplément qui portait sur l'intelligence artificielle. Et sur plein d'autres sujets que tu as savamment rattachés. Bravo, félicitations, on ne l'avait pas vu venir, cet artifice autour de du cinéma, avec donc des éléments culturels en plus. Peut-être d'ailleurs que c'est autant de recommandations de films que Guillaume vous fait passer en douce là dans les notes de l'épisode, à vous de relever et de dire quel film vous regarderez suite à cet épisode dans le serveur Discord. Sachant que j'ai des Mission to Mars, mais qu'en fait j'ai parlé de The Martian de Seul sur Mars. Donc, mais c'est pas grave, ça parle de Mars, allez allons-y, c'est pas grave. La thématique est proche quand même. Et puis, ça peut donner double recommandation comme ça. Allez, vous parlez de tout ça évidemment sur techcafé.fr/Discord. C'est un raccourci qui vous amène sur le serveur, vous l'avez compris, Discord de Tech Café. Et vous pouvez discuter entre vous et avec nous de tech, mais aussi de cinéma, forcément, mais aussi de plein d'autres choses. Je sais qu'on me chambre aussi sur Prometheus, sur le serveur Discord. C'est de bonne guerre. Merci beaucoup. On rappelle aussi à nos auditeurs qui apprécient ce podcast qu'ils peuvent nous soutenir et ils peuvent contribuer financièrement aux épisodes hebdomadaires en allant sur patreon.com/techcafé et en contribuant à partir de 1,50€ par épisode, un montant qui peut être plafonné mensuellement et qui surtout peut être suspendu à tout moment. Donc si jamais vous trouvez que le podcast est sympa, utile et divertissant, n'hésitez pas évidemment à nous accompagner avec un soutien à la hauteur de ce qu'il mérite. En attendant, évidemment, je me dois de vous rappeler où est-ce qu'on peut nous retrouver. Collectivement, vous l'avez compris, c'est sur le serveur Discord sur techcafé.fr, mais aussi individuellement, Guillaume, où est-ce qu'on peut te retrouver ? On a parlé tellement de films et de séries dans cet épisode, j'ai l'embarras du choix là. Mais bon, peut-être qu'une petite série Gundam pour honorer le méca de Yokohama. Je voulais te dire que moi, je peux être éventuellement dans la cabine tel Arctarus à la tête de Goldorak. Bon, du coup, peut-être qu'on se croiserait, mais en fait, on se croiserait pas. Tellement de séries Gundam que j'ai pas vu. Bon, le seul souci, c'est que ça prend du temps, une série Gundam. Tu m'étonnes. Et puis c'est triste en général, c'est la guerre, c'est la mort, il y a des morts, c'est du sérieux, c'est du lourd, c'est un peu plombant des fois quand même. Ça tombe bien, on est dans une période extrêmement réjouissante, comme on le disait dans les précédents épisodes, très enthousiasmante. C'est pas une bonne idée. Allez, gardez cette recommandation pour les jours où vous serez trop heureux. Voilà, si un jour vous vous dites « Oh, je suis trop heureux, je regarderai bien ce Gundam », tu vois, j'approfondirai ma culture là-dessus.
Merci Guillaume, je suis Guillaume Vendée, vous me retrouvez sur guillaumevendée.fr et évidemment dans quelques jours dans un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.